Bonjour chers étudiants, je vous remercie pour le soutien de cette chaîne et je vous demande, si vous permettez bien sûr, de s'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir l'accès à tous les vidéos qui vont être mis sur cette chaîne et pour continuer l'enchaînement de la série de respiration. Alors, on va commencer ce vidéo par la résistance à l'écoulement de l'air. Prenons l'exemple de deux seringues qui sont identiques, mais avec deux embouts ou ce qu'on appelle les aiguilles de calibre différent. Et pour évacuer l'air de la seringue, on doit bien sûr exercer plus de pression sur le piston. La différence de pression entre la pression de la seringue et la pression barométrique est importante dans le premier cas que dans le second, également en tirant sur le piston. Et en passant sur la deuxième diapositive qui montre les échanges gazeux respiratoires. Bien sûr, toutes les cellules animales, elles ont besoin bien sûr d'un pourcentage d'oxygène ou ce qu'on appelle la demande d'oxygène qui est vraiment indispensable pour assurer leur métabolisme. L'oxygène, il est toujours diffusé par ce qu'on appelle une diffusion simple qui nécessite pas ou passive qui nécessite pas euh, de, de l'énergie entre les divers compartiments de l'organisme. Et prenant l'exemple de la consommation d'oxygène chez l'homme, c'est à peu près 900 grammes par jour, ce qui est l'équivalent de 600 litres par jour. Et seuls les gradients de concentration commandent le mouvement des molécules d'un compartiment vers un autre. Alors l'utilisation de l'oxygène par les mitochondries elle appauvrit le cytoplasme en oxygène dissous, ce qui provoque un appel d'oxygène à partir de la périphérie cellulaire. Et pour le transport de l'oxygène par le sang, le plasma sanguin fixe environ 3 ml d'oxygène sous forme dissoute lorsqu'il est en équilibre avec une atmosphère dans laquelle la PO2 est de 12,6 kPa. Ce qu'on appelle le PO2 alvéolaire. Cette valeur est largement en dessous de ce qu'on appelle 200 ml d'oxygène fixé par le sang total placé dans les mêmes conditions, et ceci grâce à la présence dans le sang d'un pigment respiratoire à la forte affinité pour l'oxygène, l'hémoglobine. Et voilà. Pour les pigments respiratoires, les invertébrés, ils ont des pigments respiratoires dissous dans l'hémolymphe. Ouais, et les mammifères possèdent des cellules, ce qu'on appelle les hématies ou les globules rouges, qui renferment les pigments hémoglobine. Cela a d'énormes avantages. On a deux avantages qui en principal, c'est l'augmentation de la capacité de transport et d'éviter aussi leur élimination par les reins. Passant à l'hémoglobine, la masse molaire de l'hémoglobine chez l'homme est de 64 500. C'est une molécule constituée de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Chaque chaîne est composée de plusieurs résidus d'acides aminés. Par exemple, les deux chaînes alpha, elles sont composées de 141 résidus d'acides aminés, les deux chaînes bêta composées de 146 résidus d'acides aminés et 4M, ce qu'on appelle les groupements prothétiques, logés chacun dans une poche hydrophobe de la globine.
Et chaque molécule d'hémoglobine elle est saturée en oxygène lorsque les 4M ont fixé chacun une molécule d'oxygène. On a donc 8 atomes d'oxygène. Cette capacité à fixer l'oxygène dépend de plusieurs facteurs. Pour comparer l'affinité l'hémoglobine pour l'oxygène dans diverses conditions, on détermine la PO2 qui permet une saturation de 50% d'hémoglobine, ce qu'on appelle la P500. Voilà. Voilà, on a deux formes. On a le désoxyhémoglobine et on a l'oxyhémoglobine. Voilà les sous-unités d'hémoglobine. Voilà le groupe M, dioxygène. On a une transition allostérique. On a la fixation d'oxygène et la libération d'oxygène. Passons aux courbes de dissociation de l'hémoglobine et de la myoglobine humaine. Ces deux courbes, elles mettent en évidence les relations qui existent entre la pression d'oxygène, le pourcentage de saturation de l'hémoglobine et la myoglobine. Voilà. On a ici l'hémoglobine et la courbe qui montre l'hémoglobine, la saturation. Et d'abord, on remarque que l'allure de la courbe de saturation de l'hémoglobine en fonction de la PO2 a une forme sigmoïde due à la réaction allostérique entre l'oxygène et l'hémoglobine, les 4M, alors que l'allure de la courbe de myoglobine est hyperbolique par la réaction allostérique, on a un seul M. Voilà. Pour l'effet, ce qu'on appelle l'effet de pH, on a deux effets. On a chez les mammifères ce qu'on appelle l'effet Bohr et chez les poissons et les céphalopodes et les crustacés, on a un effet appelé par Roche. Effet de température. Pardon, j'ai pas bien expliqué cette diapositive concernant le pH. Alors, l'effet de pH chez les mammifères ou ce qu'on appelle l'effet Bohr, l'affinité de l'hémoglobine varie avec le pH et ce qu'on appelle le pH intra érythrocytaire, j'oublie souvent ce mot. Et en effet, celle-ci elle diminue quand le pH diminue. Et la modification de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène peut être estimée par la variation de la valeur du facteur Bohr. C'est un rapport de la variation de logarithme de la PO à la variation de pH à demi-saturation en oxygène. Et pour l'effet Roche, chez certains animaux aquatiques, comme j'ai déjà expliqué, c'est un effet consacré pour les poissons, les céphalopodes et les crustacés. On a l'augmentation de la PCO2 et la chute de pH détermine non seulement la baisse et l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, mais aussi sa capacité maximale de fixation de l'oxygène. Et passons maintenant à l'effet de la température. L'intérêt de ces propriétés de l'hémoglobine est évident sur le plan physiologique au niveau des tissus les plus actifs. On a la température augmente, le pH diminue et l'hémoglobine O2 libère davantage l'oxygène. Lorsque il fait très froid, la coloration des oreilles devient rouge vif et non pas bleu parce qu'à ce moment-là, l'hémoglobine liée à l'oxygène ne peut pas se dissocier pour donner de l'oxygène. Voilà.
Et passant à un tissu en activité, on a une augmentation de la température, comme j'ai déjà dit, on a une diminution de pH et on a une affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène qui diminue bien sûr. Et voilà, l'oxygène, il est indispensable pour le tissu lorsqu'on a un tissu en activité. Et passons à la DPG, ou ce qu'on appelle diphosphoglycérate. On a le glucose qui va être dégradé par une enzyme qu'on appelle l'exokinase en glucose 6-phosphate par l'ajout d'un phosphate à la position 6. Et on a après un 3 diphosphoglycérate qui va être aussi dégradé par la diphosphoglycérate mutase en diphosphoglycérate. Et voilà, donc on a la 2,3 BPG. DPG, appelé aussi le 2,3 diphosphoglycérate, est un composé propre aux érythrocytes au cours de déroulement de la voie de la glycolyse. Le 1,3, comme j'ai déjà dit, donne 2,3 phosphoglycérate et l'enzyme qui catalyse la formation de 2,3 DPG est fortement inhibé par le 2,3 DPG libre. Ainsi, le niveau de 2,3 DPG libéré pour contrôler sa propre production. Lorsqu'une quantité plus importante de DPG est liée par la désoxyhémoglobine, le DPG libre diminue et sa formation augmente. Voilà, l'effet de DPG, il est bien expliqué ici. Lorsque la DPG se fixe sur l'hémoglobine désoxygénée, il diminue fortement l'affinité de celle-ci pour l'oxygène et le DPG se lie aux chaînes bêta de la globine et stabilise la forme tendue T de l'hémoglobine, inhibant ainsi l'accès au site de fixation de l'oxygène. Quand le pH augmente, poumon, le DPG est expulsé de la molécule d'hémoglobine. Quand le pH baisse, tissu actif, ce qu'on appelle un tissu actif, le DPG réintègre la molécule de l'hémoglobine désoxygénée et c'est l'hémoglobine désoxygénée pour libérer davantage d'oxygène. On s'arrête là pour cette vidéo et je vais continuer dans les dernières vidéos ou les autres vidéos que je vais mettre sur la chaîne sur ce cours bien sûr de respiration. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre j'aime et de s'abonner sur la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche. Merci.